Bonjour et bienvenue dans Afrique Midi. Voici les principaux titres. L'ex-président tchadien Hissène Habré doit comparaître devant un juge d'instruction du tribunal spécial chargé de le juger pour des crimes commis dans son pays. C'est ce dimanche que l'ancien président tchadien avait été placé en garde à vue au Sénégal où il est exilé depuis 22 ans. Plusieurs malfrats ont été mis aux arrêts ce dimanche au Cameroun lors d'une opération de la police. Ces hommes s'apprêtaient à braquer un homme d'affaires. Deux d'entre eux ont été tués par les forces de l'ordre lors d'une fusillade. L'ancien dirigeant tchadien Hissène Habré, en exil au Sénégal depuis 22 ans, va être présenté devant un juge d'instruction du tribunal spécial chargé de le juger pour des crimes commis dans son pays. Il existerait des indices graves le compromettant. Les détails dans ce reportage. Les familles de victimes attendent ce moment depuis plus de 20 ans. Hissène Habré, l'ancien homme fort du Tchad, pourrait payer pour les crimes commis par sa police politique. Selon le procureur général des chambres africaines extraordinaires, Habré serait le premier responsable de ces violences. C'est lui qui a dirigé la répression, qui l'a systématisé en créant un organe avec des attributions bien définies et en nommant des agents dont la seule tâche était d'obtenir des renseignements par extorsion d'aveu, donc par des violences. Habré est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Selon les autorités tchadiennes, 40 000 personnes sont mortes en détention ou ont été exécutées au cours de sa présidence. Des faits qui remontent à la période entre 1982 et 1990. Un tribunal spécial a vu le jour pour se pencher sur le cas Habré, une cour composée de juges de différentes nationalités. Les avocats tchadiens et sénégalais des victimes vont pouvoir participer, présenter des preuves, interroger des témoins, interroger Hissène Habré s'il est besoin. Je pense que ça va être un procès modèle. Arrêté dimanche chez lui à Dakar où il est réfugié depuis 22 ans, Habré a déjà passé 2 nuits en garde à vue. Ses avocats crient au scandale. Hissène Habré fait l'objet d'un enlèvement, d'une prise d'otage. Il est simplement enlevé et séquestré par quelques gendarmes. Ce mardi, Habré sera présenté à la commission d'instruction. Le procureur général devrait demander sa mise en détention préventive. 5 autres Tchadiens, des tortionnaires présumés, sont également poursuivis. On reste au Sénégal où depuis le 1er juillet, le pays exige des visas biométriques pour l'entrée sur son territoire. Cette mesure de réciprocité ne s'applique donc pas aux ressortissants des pays de la CEDEAO, ni du Maroc ou de la Mauritanie. Ces visas coûtent 32 500 francs CFA, soit 50 € et peuvent être établis dans les consulats de 13 pays ou à l'arrivée à l'aéroport. Depuis ce lundi 1er juillet, le Sénégal exige un visa biométrique aux étrangers désireux d'entrer sur son territoire, pour une durée comprise entre 0 et 90 jours. S'ils ne sont pas des nationaux des 14 pays avec lesquels ils constituent la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Le visa est exonéré pour tous les opérateurs pour la période 2013-2014. Cette mesure sur le visa biométrique ne sera pas appliquée aux ressortissants marocains et mauritaniens. Dakar ayant signé des accords bilatéraux de libre circulation des personnes avec Rabat et Nouakchott. Les demandeurs peuvent se faire établir ce visa dans les consulats ou bien à l'arrivée à l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, après un enregistrement préalable en ligne. À propos de cette nouvelle décision, les avis sont partagés. Les hôteliers s'inquiètent déjà et les études prévoient une baisse de 30% des flux touristiques. Autre souci, certains touristes se disent désorientés à l'aéroport, en plus des heures d'attente. Une décision qualifiée de souveraine par le ministre sénégalais du Tourisme. Avec les investissements prévus et l'ouverture du plan d'urgence pour la relance de ce secteur, je crois que nous pourrons relever le défi, a-t-il défendu. Pour l'heure, la démarche s'avère laborieuse. Le Premier ministre malien s'est rendu en Côte d'Ivoire où il a été reçu par le chef de l'État. Django Sissoko et Alassane Ouattara se sont entretenus sur l'état d'avancement de l'organisation de l'élection présidentielle dont le premier tour aura lieu le 28 juillet prochain. On l'écoute à sa sortie d'audience. J'étais venu porter un message du président Dioncounda Traoré au président Alassane Ouattara, qui est, comme vous le savez, président en exercice de la CEDEAO.
le président Dioncounda Traoré a demandé de venir faire le point sur la situation intérieure au Mali et surtout sur l'état d'avancement de l'accomplissement des missions dévolues aux autorités de la transition, à savoir la restauration de l'intégrité territoriale du Mali et l'organisation des élections. Et nous avons parlé précisément de l'élection présidentielle qui aura lieu, dont le premier tour est prévu pour le 28 juillet prochain. Le président en exercice de la CEDEAO nous a donné des conseils pour la bonne tenue de cette élection. Stabilisation du pays, protection des civils et assurer le bon déroulement des élections. C'est là la mission de la MINUSMA qui a pris ses fonctions hier au Mali sous le commandement du général rwandais Jean Bosco Kazura. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali est composée de soldats de plusieurs nationalités qui à terme seront au nombre de 12 600 hommes. Ils vissent leur béret sur la tête. À partir de ce moment, les 6300 soldats ouest-africains et tchadiens quittent la MINUSMA, mission internationale de soutien au Mali. Ces hommes, arrivés pour la plupart en janvier, passent désormais sous le commandement du général rwandais Jean Bosco Kazura, le patron de la MINUSMA. Depuis ce lundi, la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali est officiellement opérationnelle. Son mandat se veut multidimensionnel. Ça veut dire un mandat qui s'occupe avec les sources de conflit à Mali. Ça veut dire la nécessité de médiation, de dialogue politique, de développement, de protection des droits de l'homme et de la femme, mais aussi, je crois que c'est important, d'aider, d'accompagner les Maliens pour être sûr qu'il y a de nouveau de l'eau. Des troupes dites internationales vont progressivement intégrer la MINUSMA qui doit compter d'ici fin décembre 12 600 militaires et policiers. Les soldats africains de cette mission ont 4 mois pour se mettre aux normes de l'ONU en matière de maintien de la paix. Notre mandat est premièrement la stabilisation dans les grandes agglomérations du Nord, la protection des civils. Le mandat de la MINUSMA ne comprend pas de tâche d'imposition de la paix. La mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali pourra compter sur les 3200 soldats français présents dans le pays pour mener des actions offensives. Par exemple, en cas de nouvelles attaques des groupes djihadistes armés. Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Le pays bénéficie, pour lutter efficacement, de l'assistance technique de la direction exécutive du Comité des Nations Unies en charge de la lutte contre le terrorisme. Cette rencontre vise ainsi à renforcer, la rencontre qui s'est tenue au Burkina Faso vise ainsi à renforcer les capacités des différentes structures de prévention. Le terrorisme, c'est connu, est un facteur de déstabilisation des institutions et une menace réelle pour la paix. Conscient de ce danger, le Burkina s'est engagé aux côtés de la communauté internationale pour le combattre avec la dernière énergie. Participe de cette volonté la multiplication des cadres de concertation. Agir seul résout toujours le problème. Et avec l'appui donc de nos amis, en l'occurrence l'Organisation des Nations Unies, qui a une cellule spéciale chargée de lutte. Nous sommes engagés, je parle donc du Burkina Faso, à mener ensemble afin de combattre avec plus d'efficacité le terrorisme. L'atelier de Ouagadougou s'inscrit dans une initiative d'assistance intégrée de lutte contre le fléau à laquelle le système des Nations Unies est à la base. Dans cette dynamique, une stratégie globale est définie et c'est cette expérience qui est partagée ici à Ouagadougou avec les différents acteurs. Cette stratégie est articulée autour de 4 axes. Le premier axe vise l'élimination des conditions qui sont propices à la propagation du terrorisme. Le deuxième pilier vise au renforcement des capacités des administrations concernées à lutter contre le terrorisme. Le également
se focalise sur la prévention, la prévention du terrorisme. Le 4e axe se concentre sur la promotion et le renforcement de l'état de droit. Pendant 2 jours, des experts venant de divers horizons vont ainsi échanger autour de la problématique. Objectif, renforcer les capacités des différents acteurs afin qu'ils soient mieux outillés pour être à la pointe du combat contre le fléau. L'actualité en Égypte, l'armée a décidé de soutenir le peuple qui multiplie les manifestations contre le président Morsi. Un ultimatum de 48 heures a d'ailleurs été adressé aux responsables politiques pour satisfaire les demandes de la population. Et depuis la Tanzanie, le président des États-Unis, Barack Obama, appelle les différentes parties à la paix. Il y a encore du travail à faire pour créer les conditions grâce auxquelles le peuple égyptien aura le sentiment d'être entendu. Et grâce auxquelles le gouvernement sera à l'écoute et véritablement représentatif. Pour cela, nous avons encouragé le gouvernement à travailler avec l'opposition dans un processus politique. Ce n'est pas le travail des États-Unis de déterminer comment se déroulera ce processus, mais ce que nous disons, c'est qu'il faut respecter les règles de l'état de droit. L'ex-consultant américain recherché par Washington, Edward Snowden, pour espionnage et renonce à demander l'asile politique en Russie. Moscou vient d'ailleurs de demander à l'ancien employé de la NASA l'arrêt de ses activités nuisibles aux États-Unis qui ont d'ailleurs annulé son passeport. Retour en Afrique où 6 malfrats présumés ont été mis aux arrêts et 2 autres abattus lors d'une descente du groupement spécial d'opération de la police camerounaise à Yaoundé ce dimanche. Ces hommes s'apprêtaient à commettre un braquage. Les détails avec nos confrères de la CRTV. C'est en nocturne que se déroule l'opération. La bonne exploitation de l'information et une minutieuse filature donnent ce bilan. 2 malfrats présumés, Tejo Yves Bertrand, alias Bebeto, 39 ans, et Njofan Guy Fulbert, alias Chicano, porteurs de 2 pistolets automatiques, sont abattus dans ce bar où ils prennent le pot de mise en condition avant le braquage d'un homme d'affaires de la place. Tout de suite, il y a eu échange de coups de feu entre malfrats et forces de l'ordre pour une panique générale. J'ai eu le premier coup de feu, pim. Moi j'ai abandonné. Je cours d'abord. Comme tout le monde, ici à l'entrée, j'entends encore le deuxième coup de feu. Bon, dès que j'étais là-bas, donc pour compter, il y a au moins 6 à 7 coups de feu. Avant la fusillade de Manguier, 6 membres du même gang étaient déjà sécurisés dans les cellules du GSO. Quant au chef de gang Bob Gamak, gravement atteint lors de son interpellation, il est sous traitement au centre médical de la police de Yaoundé. Et le commissaire divisionnaire Jean-Marie Mvogo du GSO n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. On a tout simplement exploité nos renseignements et nous avons anticipé. L'opération d'aujourd'hui, là où nous sommes au Carrefour Sorcier, ce n'est que la suite de l'opération que nous avons démarrée. Et je vous signale que les 2 qui sont touchés sont de dangereux repris de justice. Autant dire que la police a du pain sur la planche, même si quelques points sont déjà engrangés. Et on termine sur cette citation de Nelson Mandela. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Voilà, c'est sur ces paroles que s'achève ce journal. Merci à vous d'avoir suivi Afrique Midi et ne manquez pas Afrique Soir à partir de 19h45 sur Africable.